Bonjour et bienvenue à Deuxième Porte à gauche, le balado des gens qui savent en tout temps où se trouvent les toilettes. Mon nom est Camille Lemay et dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai non pas une, mais deux invités. Nous avons Maude Bouchard, docteur Maude Bouchard et docteur Camille Sylvestre, qui sont toutes les deux médecins qui vont se spécialiser en fait dans tout le parcours de la femme qui souhaite avoir un enfant. Donc vraiment de la préconception à la conception, on parlera d'ailleurs de fertilité à ce moment-là, de la grossesse, de l'accouchement, de la période postpartum aussi, et tout ça avec un angle de comment est-ce qu'on vit ça avec une maladie inflammatoire de l'intestin. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses, surtout à se poser des questions sur est-ce que c'est possible d'avoir des enfants quand on a une maladie inflammatoire de l'intestin? Spoiler alert, la réponse c'est oui. Il y a toujours des équipes médicales qui sont là pour vous accompagner. On va donc démystifier beaucoup de questions qui se posent sur la fertilité dans ces situations-là, sur la grossesse, comment est-ce que ça se passe, est-ce qu'on doit prévoir certains éléments différemment, l'accouchement aussi, puis après ça, la vie avec bébé. Donc, on répond à toutes ces questions-là dans l'épisode. Je vous en dis pas plus, je vous laisse là-dessus. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par l'Association des stomisés de la Montérégie, qui offre du soutien, des ressources et de l'information pour les personnes stomisées et pour leurs proches. Donc, si vous résidez dans la région de la Montérégie, que vous avez des questions, n'hésitez pas à aller consulter leur site internet stomisé au pluriel, donc avec un S, montérégie.ca. Vous allez trouver une foule d'informations. Bonne écoute! Docteur Camille Sylvestre, docteur Maude Bouchard, bonjour. Bonjour. Merci à vous deux d'être ici avec nous. Je vais commencer peut-être par mettre la table. On va parler de vos différents rôles, donc de vos titres, parce que vous avez des rôles très complémentaires, je pense, dans le parcours de fertilité, dans le parcours de grossesse des femmes. Docteur Camille Sylvestre, tu es obstétricienne gynécologue, fertologue et spécialiste en endocrinologie de la reproduction et infertilité au CHU Sainte-Justine et à la clinique OVO. Tout ça en une respiration. Peut-être m'expliquer un peu tous ces chapeaux-là. Qu'est-ce que ça donne? C'est quoi la spécialité dans ce cas-là? Donc, je fais la partie infertilité, ça veut dire les patientes qui ont de la difficulté à concevoir, que je consulte avant. Puis après, une fois qu'elles sont enceintes, elles ont un suivi d'obstétrique. Donc, je suis aussi obstétricienne. Donc, je fais les accouchements au CHU Sainte-Justine, en plus des traitements de fertilité que je fais également dans le même hôpital puis dans la clinique OVO. OK, donc vraiment, de la portion où on essaie d'avoir un enfant, ça fonctionne mal, jusqu'à la portion grossesse et accouchement. C'est ça. De ton côté, docteur Maude Bouchard, tu es interniste. Interniste, c'est un mot, des fois, qu'on a de la misère à comprendre. Avec un intérêt particulier pour la médecine obstétricale aussi, au CHU Sainte-Justine. Oui. Alors, je ne sais toujours pas à ce jour comment bien décrire à la population ce que fait un interniste. C'est la médecine spécialisée qui est, j'ai envie de dire, on est les généralistes des spécialistes, c'est-à-dire qu'on s'occupe évidemment là, de plusieurs systèmes, hein, d'où la médecine interne, mais on fait un peu de tout. C'est-à-dire qu'on est bon dans tout, mais excellent dans rien. J'ai envie de dire ça sans être réducteur, là, mais c'est-à-dire que, tu sais, il y a le pneumologue pour les poumons, il y a le cardiologue pour le cœur, puis quand il y a plusieurs systèmes d'impliqués ou quand il reste des gros points d'interrogation, ben ça tombe dans le champ de l'interniste. Puis, avec l'intérêt en médecine interne obstétricale, comme tu l'as bien dit, ben, c'est-à-dire qu'on fait tout ça, mais pour la population enceinte. Fait que c'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance de tomber dans un hôpital où on a vraiment le luxe d'avoir tellement beaucoup de patientes qu'on ne voit que des femmes enceintes. Mais les internistes, souvent, la plupart du temps, voient un peu monsieur, madame, tout le monde. C'est juste que moi, je le fais chez les femmes enceintes. Donc, à partir du moment où une femme a une condition particulière de base ou qu'elle en développe une pendant la grossesse, qu'elle soit liée ou non à la grossesse, ben elle atterrit chez nous en médecine interne obstétricale. Un exemple auquel on peut penser peut-être, c'est un diabète de grossesse. Exactement. Okay. Fait que, ou l'hypertension de grossesse, mais aussi, j'ai une femme qui aurait, par exemple, n'importe quoi, là, qui aurait un asthme, bon, et qui tombe enceinte et qui, elle peut être suivie par son pneumologue, mais si jamais elle le veut, elle peut aussi être suivie pendant la grossesse par notre équipe. On revêt tous les chapeaux des différents spécialistes, là, sans avoir la prétention d'être aussi calé que le pneumologue ou le cardiologue, là. Mais voilà. Mais c'est une vision d'ensemble. Exactement.
Un peu, je pense qu'on se disait ça aussi en pré-entrevue, un peu comme les médecins de famille à l'intérieur de l'hôpital. D'où on dit c'est ça, les généralistes de la médecine spécialisée. Oui, tout à fait. C'est juste qu'on n'est pas très bon avec les enfants. Là. Je voulais le mentionner. Là. C'est la médecine adulte. Là, hein? Oui, c'est ça. Mais à Sainte-Justine, parce qu'on est en suivi de grossesse. Voilà. OK. Puis, donc aujourd'hui, on va parler justement d'une clientèle que vous pouvez toutes les deux croiser dans votre pratique. On va se concentrer davantage sur la femme parce qu'on va parler beaucoup de fertilité et de grossesse chez la femme aujourd'hui. Des femmes qui ont une maladie inflammatoire de l'intestin, donc une maladie de Crohn ou une colite ulcéreuse. On va parler peut-être avec stomie plus tard. On va parler aussi sans parce que, bon, la majorité quand même des femmes qui en sont atteintes, qui sont en âge d'avoir des enfants, n'ont pas de stomie, mais c'est quand même la réalité de quelques-unes d'entre elles. Si je comprends bien, à vous deux, vous allez couvrir pas mal tout ce qui a trait à la grossesse. Donc, on me disait de la conception, mais même de la préconception. On va en parler un peu tantôt. Donc, de la préconception, la conception, la grossesse, l'accouchement et même la période postpartum. Donc, une fois que l'accouchement a eu lieu. Peut-être juste pour préciser, la raison de cet épisode-là aujourd'hui, c'est que dans les recherches, quand les gens me proposent des sujets pour le balado, parce que c'est un balado aussi qui est suivi par la communauté, donc des fois, je fais un appel à tous pour des sujets, on m'a demandé de parler de grossesse, de fertilité. Puis, dans mes recherches, j'ai trouvé une fiche du CHUM. Donc, vous ne travaillez pas toutes les deux au CHUM, mais c'est là qu'est venue l'idée sur les maladies inflammatoires intestinales et la grossesse. Donc, je vais mettre le lien vers cette fiche-là sur la description du balado, parce que ça peut quand même être une bonne source d'information pour ceux qui veulent un document papier qu'ils peuvent garder avec eux. Il y a beaucoup de questions qui viennent en tête quand on a une maladie inflammatoire de l'intestin comme ça. La première, c'est est-ce que je peux avoir des enfants? Est-ce que tomber enceinte est une possibilité d'un point de vue de la fertilité? Est-ce que avoir une maladie inflammatoire de l'intestin peut avoir un impact? Peut-être, Camille, en commençant avec toi. Donc, c'est sûr que les patientes qui ont une maladie inflammatoire, donc ça, on l'a dans le terme, en fait, là, c'est qu'il y a une inflammation intestinale. Puis l'intestin et l'utérus sont vraiment collés un sur l'autre. Donc, parfois, ça cause des problèmes au niveau gynécologique. Elles peuvent avoir plus de douleurs menstruelles, plus de troubles avec leur menstruation. Puis l'infertilité, c'est une autre histoire. Ça veut dire que ces patientes-là ne sont pas capables de concevoir. Et normalement, elles viennent nous consulter quand ça fait à peu près 1 an qu'elles essayent sans succès. OK? Puis, dans la clientèle des patientes que j'ai infertiles, il y en a une petite portion qui ont des maladies inflammatoires intestinales. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que parfois, ces patientes-là, elles ont aussi un petit peu plus de fausses couches parce qu'elles ont plus d'inflammation. Les grossesses ne tiennent pas. C'est la même chose. Si elles ont des fausses couches répétées, elles viennent également me consulter en préconception. Donc, ça peut avoir un rôle, mais tant qu'à moi, c'est 2 choses différentes. Ils sont proches, mais c'est pas... Les maladies inflammatoires sont pas une cause d'infertilité, donc elles peuvent tout à fait concevoir toutes seules. Celles qui vont venir me voir, c'est celles qui seront pas capables au bout d'1 an. C'est ça. Donc, c'est pas une cause à effet. C'est pas parce qu'on a une maladie inflammatoire de l'intestin qu'on va avoir des problèmes de fertilité. Et c'est en clinique de fertilité, donc, vous voyez toutes sortes de personnes, dont des femmes qui sont atteintes d'une maladie inflammatoire de l'intestin. Est-ce qu'il y a des éléments dans le parcours, si on prend les femmes qui ont une maladie inflammatoire de l'intestin, est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent venir accentuer, par exemple, les problèmes de fertilité quand on parle peut-être d'une période d'instabilité dans la maladie? C'est ça. La plupart du temps, quand les patientes sont instables, on leur demande d'aller rencontrer leur gastro-entérologue ou un interniste aussi pour qu'ils stabilisent la maladie avant toute chose. Et souvent, quand elles stabilisent leur maladie, elles n'ont pas besoin de mes services au final parce qu'elles peuvent devenir enceintes toutes seules. Alors, avant que moi, je commence avec mes traitements hormonaux et tout ça, il faut qu'elles aient une stabilité au niveau de leur maladie inflammatoire, puis après ça, je rentre en jeu. OK. Puis Maude, peut-être, pour compléter, quand on parle d'avoir une maladie qui est stable, on parle de combien de temps? Est-ce que ça prend des années de stabilité avant d'essayer de concevoir? Ou... Bien, je pense que le mieux, le plus longtemps, c'est le mieux, ça c'est sûr. Mais souvent, ce qui est cité, puis ce qu'on répète à nos patientes, c'est 6 mois. Fait qu'on aime ça avoir un bon 6 mois de période là, où vraiment, là, on peut dire que, tu sais, tant sur le plan clinique que sur le plan biochimique que sur le plan endoscopique, il y a une belle stabilité. Puis là, ben c'est souvent là qu'on donne le feu vert en disant, ben c'est probablement la meilleure façon de mettre la table pour une belle grossesse, là, sans complications. Donc, on se dit 6 mois de stabilité, idéalement, ou plus, dépendamment. Parce que c'est aussi, le parcours de tout le monde est différent.
J'avais participé à un panel justement sur de femmes stomisées de la francophonie récemment, puis il y avait une jeune fille, elle avait 23 ans, puis elle avait dit qu'elle, la seconde où elle était opérée, qu'elle était stable, elle voulait des enfants, c'était la priorité pour elle. Il y a d'autres gens qui vont se dire, ben j'ai pas eu mon corps à moi pendant des années, je veux des années de stabilité où je peux vivre normalement, puis après ça, on pensera à la famille. Chacun son parcours. Oui? Oui. Moi, je veux ajouter quelque chose de super important. Ben oui. L'âge de la femme joue beaucoup. Parmi tous les facteurs, c'est la chose la plus importante pour l'infertilité. Donc oui, la stabilité, mais c'est sûr qu'après 35 ans, on devient moins fertile. Après 40 ans, ça descend de façon exponentielle. Après 43 ans, nos traitements sont presque inefficaces. Donc c'est vrai. La jeune fille de 23 ans, elle avait raison. Oui, okay? C'est vrai. En vrai, il faut penser à ça. Fait que c'est vrai, tout ça, il faut mettre ça en perspective avec l'âge de la femme. Oui, parce qu'on en avait parlé, je crois. Vraiment, c'est ça, c'est l'âge et le facteur le plus décisif. C'est le plus important dans toute la fertilité. Puis, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire, par exemple, peut-être pour aider d'un point de vue de fertilité dans les habitudes de vie qu'on peut avoir? Je pense que vous aviez mentionné que l'alcool était quelque chose qui pouvait nuire justement à la fertilité. En fait, l'alcool de façon modérée, on a nos guides là, qui recommandent c'est pas plus que 7 consommations par semaine. Ça, c'est sûr qu'en préconception, il faut absolument respecter ça. Une fois qu'elles sont enceintes, c'est 0. Là. Mais marijuana, tabac, toute l'exposition à des produits toxiques, ça devrait être le moindre. Préparer avec les vitamines comme l'acide folique, la vitamine D avant une grossesse, donc au moins 3 mois avant d'essayer de concevoir. Ça aussi, c'est important. Pas être exposé aussi à la fumée secondaire, même si elle fume pas, ce serait vraiment quelque chose de bien. Avoir un poids santé là, avec un indice de masse corporelle qui est autour de 25, dans le maximum, ça serait très bien. Et puis après, avoir la maladie inflammatoire qui est stable, ça, c'est sûr que pour nous, dans cette clientèle, c'est le primordial. Donc vraiment, on dit avoir une bonne hygiène de vie en général, ça peut aider à ne pas attendre trop longtemps si on peut se le permettre. Parce qu'on disait, je pense que l'âge moyen pour avoir un premier enfant a beaucoup augmenté. Oui. C'est ça dans les dernières années? On parle de quel âge à peu près? Donc, depuis à peu près 2010, l'âge moyen du premier bébé au Canada, c'est 30 ans. Et par exemple, dans la clinique de fertilité où je travaille, l'âge moyen est 36-37. Donc, c'est au-dessus de l'âge où est-ce qu'on commence à être moins fertile. C'est rassurant. Ouais. Mais alors, la situation de vie dans le monde dans lequel on évolue, les femmes veulent étudier plus longtemps, elles veulent avoir une stabilité pas juste de leur maladie inflammatoire, mais personnelle, économique et tout ça. Donc, ça fait qu'elles retardent le projet bébé un petit peu trop longtemps. Ben oui, puis même, on a dit aussi d'une stabilité personnelle, émotionnelle. Le nombre de personnes de mon âge qui sont célibataires, qui essaient de rencontrer, qui ont de la difficulté d'avoir un partenaire ou une partenaire stable. Avoir un enfant, c'est ça, c'est pas comme acheter une voiture, là. On peut pas le retourner au concessionnaire. Donc, c'est sûr que quand on a moins de stabilité, c'est difficile. Puis là, on parlera pas de l'accès au logement avec une chambre pour bébé dedans, là. Ça, c'est un autre sujet. Mais, fait qu'on est plus vieux, c'est quelque chose qui joue contre nous, mais si on veut aider notre cas, on ne fume pas la cigarette, pas de fumée secondaire non plus de marijuana ou de tabac, l'alcool, Ça, je trouve ça intéressant quand même qu'on le mentionne, que même pendant la période où on essaie de concevoir, il faut aussi limiter la consommation. Pas aller nécessairement à 0, mais limiter la consommation d'alcool. Et la vitamine, ça, je me souviens qu'à la lecture de la fiche, c'est un élément qui m'avait pas surprise, mais que je me suis dit, faudrait le mettre de l'avant. Surtout dans une maladie inflammatoire de l'intestin, ce qui était inclus, c'est qu'il fallait justement prendre les vitamines prénatales au moins 3 mois d'avance, puis essayer d'avoir, je crois, c'est 1 gramme d'acide folique. C'est ça, 1 gramme d'acide folique par jour, puis 1000 unités par jour de vitamine D ou 10 000 par semaine. C'est ça. Puis ça, vraiment, ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à demander à votre pharmacien parce que toutes les vitamines prénatales ne se valent pas. Il y a beaucoup de vitamines un peu plus bonbons qui sont très trendy sur les réseaux sociaux, qui sont présentées avec un beau marketing. C'est pas nécessairement les plus équilibrés. Quand on a une situation de santé particulière, il faut vraiment aller vers parfois des marques qui sont moins marketables, mais qui ont toutes les vitamines dont on a besoin.
Là, donc, on réussit à tomber enceinte, que ce soit en clinique de fertilité ou parce qu'on a consulté justement la médecine interne ou notre gastro-entérologue, qu'on est stable et ça a fonctionné. Pendant la grossesse, ça, c'est une question, je pense que c'est une inquiétude qui revient, surtout chez les femmes. Peut-être, Maude, pendant la grossesse, est-ce qu'il peut y avoir un impact sur la maladie? Est-ce que les femmes ont tendance à aller mieux, à rester stables, à rechuter pendant la grossesse? Fait que c'est sûr que la grossesse, c'est physiologiquement, là, il se passe une modulation du système immunitaire, puis c'est souhaitable, puis c'est normal et attendu. Donc, à partir du moment où on parle de modulation du système immunitaire, ben oui, il peut avoir un impact. En fait, il va y avoir un impact probablement de la grossesse sur la maladie inflammatoire. Comment ça va se traduire? C'est difficile à dire qui va s'améliorer, qui va faire une poussée. C'est difficile de le prévoir, malheureusement. Il y a certaines maladies pour lesquelles c'est un petit peu plus prévisible. Ce qui va se passer, la maladie inflammatoire de l'intestin, on ne sait pas. OK? C'est-à-dire qu'on sait que si on a notre belle stabilité dont on a parlé, le pronostic puis les chances d'avoir une grossesse sans poussée sont nettement augmentées. Mais il peut y avoir une exacerbation de la maladie n'importe quand dans la grossesse. Puis, il ne faut pas oublier le 4e trimestre, qui est en fait qui est le postpartum, qui est aussi malheureusement souvent un moment où on pense qu'on est sorti du bois, puis finalement il y a une poussée en postpartum. Fait la prise en charge de la grossesse passe aussi par prévoir ce qui va se passer en postpartum pour essayer de mitiger le risque là, qu'il y ait une poussée. Mais oui, malheureusement, malgré tout ce qu'on peut faire, puis tout ce qu'on peut faire de bien pour se préparer à une grossesse là, le plus facile possible, oui, il peut y avoir malheureusement une poussée là. On n'est jamais à l'abri. Je pense qu'un élément dans la pré-entrevue qui m'avait rassurée quand même, c'était que on peut toujours, la forte majorité, je crois, des médications qui sont aujourd'hui utilisées pour traiter les patients atteints de maladies inflammatoires de l'intestin peuvent être poursuivis pendant la grossesse. Tout à fait. Puis de plus en plus, on a tendance, justement, tu sais, on martèle un peu là, l'idée de la stabilité parce que ce qu'on préfère vraiment, vraiment au-delà de tout, c'est justement garder cette belle stabilité-là. C'est-à-dire que c'est pas pendant la grossesse que c'est le temps de se dire, on va essayer une nouvelle molécule. Non, erreur, non. Puis de plus en plus, on a des données qui sont rassurantes, justement, sur l'utilisation de ces molécules-là. Parce que souvent, on a peur de la médication, pas parce que, tu sais, puis là, il va y avoir une espèce de gel de la pharmacie de tout le monde. Ben zut, elle est enceinte, elle doit tout arrêter sa médication. Pas parce que c'est tératogène, pas parce qu'on a la preuve que c'est dangereux pour la patiente ou pour le bébé, mais parce qu'on n'a pas de données. Puis c'est ça qui fait peur. Fait qu'il faut faire une distinction entre avoir pas beaucoup de données versus avoir de plus en plus de données versus, oui, c'est vraiment comme c'est dangereux. Puis il y a pas beaucoup de médications qui sont dangereuses puis qui sont absolument prohibées en grossesse. Puis celles qui le sont, on le sait, les gastro-entérologues le savent. On a du temps pour se préparer puis ne pas les utiliser. Puis le reste, la vaste majorité des fameux biologiques puis des agents un petit peu plus nouveaux, un petit peu plus trendy, de plus en plus, on sait, on a des données qui sont rassurantes. Puis de plus en plus, on ne les arrête plus dans le 3e trimestre comme on a fait pendant un certain temps. On a de plus en plus de données qui nous montrent qu'au contraire, il faut les poursuivre, que c'est préférable pour garder justement cette belle stabilité-là jusqu'à la fin. Et de plus en plus aussi, on a tendance à, quand je disais qu'on prépare le postpartum, c'est qu'on va reprendre la médication le plus rapidement possible en postpartum, justement pour éviter les espèces d'échappements thérapeutiques là, qu'on peut avoir si malheureusement on suspend la médication. Puis tu sais, en cas justement où il y aurait une rechute, on avait mentionné aussi, je crois que tout le monde ici qui écoute le balado connaît la fameuse prednisone, les stéroïdes. Oui. C'est quelque chose qui, par exemple, si prescrit par le médecin, peut être pris pendant la grossesse. Tout à fait. C'est comme un peu, on a toujours notre petite bouée de sauvetage, notre petite issue, la prednisone, mais il y a aussi que les suivis, souvent, s'il y a une bonne prise en charge, les suivis se font de façon très rapprochée, puis on n'attend pas la poussée très, très floride de la maladie avant d'agir. On surveille beaucoup, de façon très rapprochée, les petits signaux qui pourraient nous mettre sur la piste que s'il y a quelque chose qui se passe, que ce soit au niveau des prises de sang, au niveau de la clinique de la patiente. Puis on a tendance à être un petit peu plus proactif avec la médication, quitte à se dire, OK, on va augmenter la dose de la médication de façon temporaire pendant la grossesse si on a l'impression qu'il y a des symptômes, plutôt que de se dire, on va attendre que ça soit vraiment la décompensation totale, où là, souvent, on rame un petit peu plus, puis on a besoin
la fameuse prénisone qui est pas beaucoup probablement aimée par votre communauté. C'est assez divisé. Les gens la voient soit comme une drogue miracle parce que ça permet de retrouver une vie, pas nécessairement une qualité de vie, mais une vie qu'on n'avait plus. Puis de l'autre côté, on qui sait vient avec des effets secondaires. Beaucoup d'effets secondaires. Ouais. On pourrait en parler à toute ma famille. Et le sevrage aussi, quand on le prend trop longtemps, peut être difficile. Mais la prénisone, c'est quand même toujours rassurant de savoir qu'on a des options de traitement si ça arrive. Là, je ne sais pas laquelle de vous deux pourrait répondre à la question. Il y a un élément que tu as survolé, Maude, mais que j'ai trouvé très intéressant, comme on me l'expliquait il y a quelques années. On parlait de la modulation du système immunitaire. Quand on tombe enceinte, puis je crois qu'on s'en était parlé aussi, Camille, là, quand on tombe enceinte, donc le système immunitaire de toutes les femmes, là, pas celles atteintes d'une maladie inflammatoire de l'intestin, va se moduler. Pourquoi? Pour permettre de garder bébé qui est un corps étranger, c'est ça? C'est la façon un peu, c'est la façon la plus, je trouve, concrète pour comprendre. Mais oui, puis c'est un peu terrible de dire que le bébé est un corps étranger, mais c'est un peu ça. C'est pour ça qu'il y a une espèce, on parle toujours de l'espèce d'état d'immunosuppression relative de la femme enceinte. C'est pour ça que quand on tombe enceinte, on attrape tous les virus, puis on attrape. Puis c'est pour ça qu'on est autant proactif aussi dans la protection puis la prévention des virus et tout ça chez les femmes enceintes. Mais oui, j'aime ça cette façon-là pour justement les gens, la communauté, comme peut-être pas dans le corps médical, de comprendre que oui, c'est une façon, en fait, de faciliter la venue du bébé, puis de faciliter, justement, pour pas que le corps s'attaque là, au bébé. C'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ouais. Puis le système immunitaire, tu sais, il y a plusieurs acteurs du système immunitaire. Puis alors qu'il y en a qui semblent vouloir justement s'endormir, il y en a qui ont tendance à peut-être un petit peu plus se réveiller. C'est pour ça que tantôt, quand je disais, il y a on sait qu'à cause de cette modulation-là un peu particulière, il y a certaines maladies qui vont s'améliorer, qui vont s'endormir pendant la grossesse, puis qu'en postpartum, ils vont se réveiller. Versus, il y en a que ça va un petit peu dans tous les sens. C'est pour ça que j'ai dit, tantôt, je disais, malheureusement, la colite ulcéreuse, c'est peut-être pas un de ceux qu'on peut clairement dire, hey, dans 85% des cas, ça va s'améliorer, faites-vous-en pas. Non. OK. Donc, on est suivi de près. On est suivi de près. Il y a souvent un nom qui revient, là, qu'on appelait le GAR, la grossesse à risque élevé. Qui ne fait pas référence à la gare de train, non? C'est ça. C'est un terme qui est assez... ça a pas une belle sonorité. Mais grossesse à risque élevé, on en entend souvent parler. Peut-être, Camille, est-ce que c'est toutes les femmes atteintes de maladies inflammatoires de l'intestin qui vont être suivies en grossesse à risque? Non, en fait, c'est ça qu'on parlait auparavant. Vraiment, c'est pas une obligation. Parce que si les patientes, comme par exemple moi, je suis des grossesses normales, je ne suis pas des grossesses à risque élevé. Puis les patientes que j'ai qui arrivent avec des maladies inflammatoires qui sont stables depuis plusieurs années et qui sont suivies en parallèle avec un gastro-entérologue à l'extérieur de mon hôpital n'auront pas besoin d'être suivies en grossesse à risque. Elles savent, par contre, qu'il faut qu'elles prennent leurs médicaments, qu'il faut qu'on continue les mêmes habitudes, puis qu'en postpartum, il y a un risque de rechute, qu'elles recontactent leur gastro-entérologue. Donc, elles sont suivies de près. Mais s'il y a une patiente qui est bien suivie de près, elle n'aura pas besoin d'être en grossesse à risque si elle est stable. Non. Alors, si elles sont pas suivies, là, je vais les référer à Maude, en MIGO, en médecine interne. Puis là, si ça devient vraiment hors d'un contrôle, elle pourrait être transférée en grossesse à risque élevé. Mais c'est vraiment pas une obligation. C'est pas parce qu'on a une maladie inflammatoire qu'on doit être suivi en grossesse à risque. Il faut juste qu'on soit suivi de près, en fait. C'est ça. Puis je pense qu'il y a un point très important qui a été mentionné. On n'arrête pas ces traitements. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Puis personnellement, j'ai jamais eu cette envie d'arrêter mes traitements, mais je sais que c'est arrivé à beaucoup de gens dans le domaine qui sont comme, j'allais mieux, donc j'ai arrêté. Oui. C'est pas des maladies qui disparaissent. On n'arrête pas ces traitements comme, par exemple, une femme qui prendrait des antidépresseurs depuis des années n'arrêterait pas ses traitements du jour au lendemain quand elle est enceinte parce qu'elle va mieux. Il faut en parler toujours avec son médecin. Oui. Encore là, les traitements doivent toujours être approuvés par les spécialistes. Là. Mais c'est important de garder aussi une stabilité. On n'arrête pas nos traitements, on va à nos rendez-vous. Puis oui, je pense c'est plate à dire, mais dans tous les cas, les gens doivent préparer la période postpartum. Oui. Puis dans le cas d'un patient, une patiente, en fait, qui est atteinte d'une maladie inflammatoire de l'intestin, on prépare non seulement le volet santé mentale qui peut venir après, justement, l'espèce de chute hormonale, mais le volet physique aussi. On en parle avec le gastro-entérologue ou l'équipe qui nous suit, l'équipe qui nous suit de plus près pendant la grossesse. Est-ce que justement
parce que là, on entend tout le monde parler du plan d'accouchement, du plan de grossesse. J'ai l'impression qu'on se prépare. Est-ce qu'on se prépare plus qu'avant? Est-ce qu'il me semble que les gens, ils sont très, très organisés dans leur grossesse, ceux à qui je parle? Alors ça me fait plaisir d'en parler. Ah oui, OK, allons-y. Parce qu'il y a eu extrêmement... En fait, même sur le site de Chez Sainte-Justine, ça dit de préparer son plan d'accouchement. C'est sûr qu'il faut y penser surtout sur les valeurs personnelles, les valeurs du couple, qu'est-ce que le couple envisage comme accouchement. Mais bon, la communication avec le personnel soignant, ça reste la base. Même s'ils arrivent avec un papier tout bien fait, parler à l'infirmière qui va s'occuper d'eux en travail, parler avec leur obstétricien comme moi lors des visites avant l'accouchement, puis dire, ben moi, j'aimerais mieux telle voie d'accouchement ou telle autre, ça se fait. Puis, c'est ce que je privilégie, franchement. Par contre, c'est ça, dans les maladies inflammatoires, il y a certaines particularités. Donc, si les patientes ont une maladie de la région périnéale, des fois, on va décider de passer en césarienne programmée d'emblée. Mais pour la vaste majorité des maladies inflammatoires intestinales, on va vraiment privilégier un accouchement par voie basse vaginale. Oui, parce que peut-être expliquer pourquoi on n'irait pas vers un accouchement naturel par voie vaginale dans le cas d'une maladie périanale. Oui. Alors, périnéale ou périanale, si elles ont eu, par exemple, des fistules, des abcès, de multiples chirurgies, c'est qu'un accouchement vaginal chez quelqu'un qui n'a jamais accouché auparavant, souvent, il va avoir des déchirures. Les selles peuvent contaminer le site de déchirure. Et après, si on se trouve dans une région, dans une région qui est déjà à risque, qui s'infecte, c'est qu'on est en période de postpartum, c'est vraiment pas l'idéal. Alors, en le sachant d'avance et en le planifiant, des fois, on préfère faire une césarienne planifiée parce que là, on va pas du tout aller dans la région périanale. Par contre, les patientes qui ont des stomies, qui ont été multi-opérées, pour nous, techniquement, faire une césarienne dans un cas d'urgence, par exemple, pourrait être vraiment difficile. Ouais. Donc, ces patientes-là, on évalue parce que ça dépend des contractions, de la taille du bébé, comment il est positionné et tout ça. Mais on évalue, puis au plus, on planifie pour un accouchement vaginal en sachant que si jamais on a besoin de faire une césarienne, on n'attendra peut-être pas à la dernière minute avant de la faire, parce que ça va nous prendre du temps et de la délicatesse au niveau des tissus qui ont déjà été opérés avant de procéder à la chirurgie. À cause des adhérences? À cause des adhérences, des cicatrices. Okay. Puis s'il y a une stomie, on ne veut pas défaire non plus. Mais non. C'est toutes ces choses-là qui, dans le plan, c'est des accouchements qui se planifient dans la mesure du possible. Parce que nous, un accouchement, c'est une boîte à surprise. On sait jamais ce qui va arriver, mais on peut planifier un petit peu d'avance et on va pour le moins risqué. On planifie, mais il faut rester flexible. C'est ça. Nous, de notre côté, il y a l'enjeu de la médication qu'on en a parlé. Là, c'est-à-dire que tu parlais du risque d'infection et tout, qu'on veut absolument... Bon, d'abord, parce que c'est pas le fun d'avoir une infection, là, c'est pas l'idéal. Ça retarde aussi la reprise souvent des traitements pour les maladies inflammatoires. Parce que c'est sûr que s'il y a une infection active, si on a de la misère avec la plaie qui guérit, on va pas dire, dans 48 heures, reprends ton agent biologique, sachant que la guérison va probablement se faire de façon moindre. Fait on se ramasse avec une infection, on se ramasse à reporter en plus le traitement. Fait que là, s'il faut qu'on se ramasse en plus avec une poussée de la maladie, ça devient vraiment, vraiment cacophonique. L'autre chose, c'est que oui, on essaye d'être flexible, mais c'est sûr que nous, on essaye aussi de prévoir la dernière dose de médicaments que vous allez prendre avant d'accoucher. C'est-à-dire qu'on essaye, de façon générale, ce qu'on va faire, je disais qu'on n'arrête pas, mais on veut aussi quand même, l'idéal, c'est que vous preniez, que la dernière dose de la médication ne soit pas prise 2 minutes avant d'accoucher. Là. On aime justement pour favoriser la guérison puis s'assurer que tout se passe le mieux. Souvent, ce qu'on va faire, c'est essayer de prévoir la dernière dose de l'accouchement au moment où on aurait eu la dose suivante. Fait, tu sais, des fois, je dis pas du tout que ça finit en induction, puis parce que, encore une fois, ce qu'on privilégie, on est très consciente que ce sont des femmes qui, la plupart du temps, du moins, veulent accoucher de façon spontanée, naturelle, puis on est très sensible à ça. Fait on essaie quand même là, d'essayer de se timer. Puis, tu sais, quand on y arrive pas, puis quand on pense que, malheureusement, des fois, pour maman ou pour bébé, on pense que, tu sais, ça serait mieux que là, qu'il faudrait que bébé... il est peut-être mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est là, à ce moment-là, qu'on va faire une induction. Mais je pense que de façon générale, on essaie que le plus possible, parce que là, on parlait de grossesse à risque, malgré tout, on essaie le plus possible, bien qu'elles soient médicalisées, de ne pas marginaliser ces femmes-là, puis de leur permettre d'avoir l'accouchement qu'elles voudraient le plus possible, malgré leur maladie. Là. Puis éviter, c'est aussi un élément qui revient...
on a un épisode, je sais pas s'il va être diffusé avant ou après celui-ci, mais que j'ai enregistré avec deux jeunes femmes à Québec qui ont toutes les deux eu des enfants avec leur stomie, maladies inflammatoires et tout. Puis on a parlé ensemble aussi de la médicalisation du corps, parce que souvent, quand on a des parcours avec chirurgie multiple ou même avec maladie, hospitalisation et tout, le corps peut être ce qu'on appelle médicalisé. Donc, ça va se travailler en psychothérapie, mais aussi en physiothérapie avec plusieurs approches. Fait que je trouve ça intéressant aussi de voir que justement, quand on parle de grossesse ou d'accouchement, il y a vraiment une attention particulière qui est portée à ça. On dit c'est sûr que la santé de maman et bébé, c'est la priorité, mais on essaie d'avoir un accompagnement qui est très humain, qui est très chaleureux. Je dois dire que c'est pas mal toujours le feeling qu'on a quand on interviewe des gens de Sainte-Justine. On voit vraiment que l'approche est très humaine, que c'est vraiment sur le bien-être du patient, mais aussi de la famille en tant que telle, là, de l'unité. Donc, on peut prévoir les choses, on doit prévoir les choses. C'est peut-être moins une grossesse spontanée ou un accouchement spontané que dans d'autres cas, mais c'est ça, je pense que c'est de se garder une flexibilité aussi du côté de la patiente, ben de la maman, de se dire voici ce que je préfère, donc d'expliquer, comme tu disais, Camille, le plan, ce qu'on aimerait, nos valeurs, notre vision de la chose, mais après ça, de voir si ça se passe pas comme on voulait. Il faut faire confiance aux équipes médicales. Je pense que c'est un élément que peut-être, c'est plate, là, mais j'aime ça souvent revenir avec les aspects, pas positifs de la maladie, mais les petits plus que le parcours médical nous a apportés. Puis je sais que personnellement, maintenant, quand un médecin me dit on va essayer telle intervention ou telle chose, je me dis c'est vous les pros, dans le sens où tu as un plan de match, tu peux m'expliquer le raisonnement, on y va. Puis je pense que c'est le cas de beaucoup de patients aussi, où quand on est passé par plusieurs étapes, on est plus ouvert au changement de plan. On est habitué aussi à ce que les choses se passent pas nécessairement comme on le voudrait. Je pense que oui, il y a beaucoup de on appelle ça la résilience, ouais. C'est ça. On a beaucoup de résilience qui se développe avec les années, mais c'est peut-être un avantage ici. Donc, moi, ce que je trouve beau, c'est que c'est possible. Il y a une équipe qui est là pour nous accompagner. Ça va se passer comme ça va se passer. Il faut être un peu ouvert aux différentes approches, puis pas avoir peur aussi de consulter. Ce que je retiens aussi de tout ça, c'est qu'on peut avoir une grossesse normale. Oui. Puis on peut aussi avoir aucune complication. Oui. 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 C'est important de le mentionner. Oui. Puis, tu sais, la grossesse, ça commence avant, là. Tu sais, la grossesse, nous, ça commence pas juste à partir du moment où on est enceinte. La grossesse, ça commence à partir, c'est une idée, ça commence aussi en préconception. Puis, tu sais, si jamais, puis je trouvais ça important qu'on en a parlé, mais je trouvais c'est important de le glisser pendant l'entrevue. Il existe les consultations en préconception. Puis, tu sais, tu l'as dit tantôt, Camille, si jamais, avant toute chose, avant moi que je commence mes processus de fertilité, si j'ai une patiente qui a une maladie instable, bien, elle va être vue en préconception. C'est-à-dire qu'on est là, on accompagne la grossesse déjà avant même qu'elle existe puis qu'elle soit une idée. Fait que si jamais c'est des patientes qui demeurent avec des craintes, qui demeurent avec des spécialistes qui sont peut-être qui préféraient avoir aussi le input de quelqu'un qui travaille vraiment beaucoup avec la grossesse puis qui est plus familiarisé avec ça, ben, les consultations de pré-grossesse existent aussi. Fait qu'on peut déjà commencer à mettre la table à Sainte-Justine ou ailleurs avec une consultation comme en préconception. Puis ça permet aussi souvent, j'ai l'impression que les femmes sortent de là des fois en poussant un soupir dessus, même si on leur a rien appris après la discussion avec leur gastro-entérologue ou après avoir écouté ton balado. J'ai l'impression que de se faire dire justement oui, de répondre à leurs questions, de répondre à leurs anxiétés, puis ça leur permet aussi de commencer la grossesse un peu moins stressé. C'est stressant une grossesse quand on a une maladie inflammatoire, surtout quand on visite des endroits qui s'appellent grossesse à risque élevé. C'est ça. Fait que c'est bien de déjà aussi adresser la partie là, vraiment psychologique. Déjà en préconception, ben ça peut soulager les femmes et les futures mamans, ben il faut qu'ils sachent que ça existe puis que ça se peut puis qu'ils peuvent demander à être vus en préconception. Là. Par qui est-ce qu'on passe pour ça? Il y a des gens qui nous écoutent qui se disent moi j'hésite, on dirait que j'ai plein de craintes par rapport à l'idée d'être enceinte, d'avoir un enfant et tout. J'aimerais aller consulter en préconception. C'est le médecin de famille, le gastro-entérologue qui fait une requête? OK. Toutes ces réponses. Je pense que, puis ça choquera pas personne, ça choquera pas le gastro-entérologue, de dire, ben j'aimerais ça discuter de ce qui va se passer avec ma grossesse. Non, tu sais, puis on reçoit beaucoup de requêtes de tout le monde, là, et des spécialistes et des médecins de famille. De plus en plus, j'ai envie de dire que les spécialistes commencent à être plus à l'aise avec les femmes enceintes qui ont longtemps été une bibite là, particulière, mais on reçoit quand même là, beaucoup de, justement, des médecins de famille qui disent, ben justement, il y a un désir de conception dans tant de mois, tant
spontané, puis on les voit, puis ça nous fait plaisir, là. Puis si jamais la conclusion, c'est qu'ils veulent pas tomber enceinte, c'est correct aussi, là. Tu sais, je pense que c'est une grosse partie de la vie d'une femme, décider oui ou non de tomber enceinte. Fait qu'on est là aussi pour répondre à ces questions-là. Puis si la décision, c'est de pas tomber enceinte, mais voilà. Toutes les décisions se valent, mais c'est le fun de savoir qu'on a ces options. C'est accessible. Ben exactement, puis qu'on peut avoir toutes les informations pour prendre une décision et non pas justement comme toi qui s'est dit pendant très longtemps, ben moi, je pourrais jamais avoir d'enfant. Ben, tu sais, non. Moi, s'il y a un message que je veux retenir, c'est que tu le dis, puis on martèle sur le fait que oui, c'est possible. Oui, ça peut être une très, très belle grossesse, puis non, ça va pas forcément être un calvaire, puis il va pas avoir forcément des complications. Loin de là. Non, puis tu viens de le mentionner, peut-être les gens qui écoutent, des fois, ils connaissent un peu mon parcours par bribes. Là. J'ai pas fait d'épisode où je raconte tout parce que ça prendrait 4 heures. Mais je pense que même, ça fait 15 ans aujourd'hui là, que je suis suivie en maladie inflammatoire de l'intestin. Puis ne serait-ce que dans ces 15 ans-là, l'évolution a été différente. Je me rappelle, il y a pas si longtemps, on s'en parlait tantôt avant l'enregistrement, que d'avoir pris un médicament biologique qui nous faisait signer une décharge, la première perfusion pour nous dire qu'on s'engageait à avoir un mode de contraception efficace parce qu'il ne fallait pas qu'on tombe enceinte pendant ce traitement-là. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On en parlait. La plupart des médicaments sont corrects. Je me souviens de gynécologues qui croisaient mon chemin et qui me disaient, toi, tu tombes jamais enceinte, ce serait irresponsable. Vraiment, ça a été comme une espèce d'accumulation. Comme ça, je trouve ça beau. Donc, aujourd'hui, qu'on puisse s'asseoir puis voir un peu les différentes facettes de la maladie, mais aussi, au-delà de la maladie, ce que je trouve beau, c'est qu'aujourd'hui, on a parlé de la grossesse ou de la famille parce que en effet, quand on est stable, on peut avoir une famille, on peut avoir des enfants parce que au-delà de ça, je pense que des fois, ce qui effraie, c'est qu'on parle de rechute potentielle après l'accouchement. Ben, on veut toutes pas être une maman qui est malade. Mais après ça, bon, il y a l'équipe médicale qui reprend le dessus, on ajuste les traitements, on se restabilise. Je pense que l'idée derrière cet épisode-là aussi, c'était de montrer que c'est pas la fin du monde. Ça arrive fréquemment. Toutes les deux, je crois que vous avez quand même suivi plusieurs patientes avec des maladies inflammatoires. Oui. Puis, il y a des belles histoires derrière ça. Là. Oui, puis ils reviennent pour la troisième grossesse. Là. C'est ça. Franchement, ça se passe bien. Ouais, mais c'est ça, tu sais, je pense même mon dernier chirurgien colorectal que j'ai eu m'avait dit, en tout cas, si jamais tu décides d'avoir des enfants plus tard, tu m'enverras une photo, on a un babillard. Parce qu'il dit de femmes stomisées qui ont eu des grossesses, il dit, on garde ça dans notre salle, puis quand on a des patientes qui viennent carrément débitées parce qu'elles se diraient qu'elles n'ont aucune chance d'avoir une famille plus tard, on leur montre le babillard. Tu sais, il y a ce petit mur de succès. Je trouve ça beau justement qu'on ait tous ces exemples-là devant nous. Il y a une question peut-être un peu champ gauche, là, parce que vous savez où je m'en viens avec ça. Là, mettons qu'on parle plus de grossesse. On va parler de menstruation, de santé féminine. Puis là, cette question-là est pour toutes mes amies parce que souvent, on s'est posé cette question dans des parties de filles. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, même avant la maladie, chaque fois que j'avais des menstruations, ça changeait mes selles. Vraiment, j'ai des copines, moi, qui disent qu'elles vont plus souvent à la salle de bain, d'autres qui me disent qu'elles ont carrément une diarrhée chaque fois. Est-ce qu'il y a une raison médicale, d'ailleurs, ce qu'ils appellent en anglais le period poop, là, donc les selles modifiées? Je suppose que oui. Tantôt, on a parlé de la proximité entre les deux. Parce qu'en fait, dans le petit bassin, il y a l'utérus, puis derrière, il y a les intestins. C'est comme vraiment collé un sur l'autre. Puis quand on a nos menstruations, l'utérus se gonfle de sang, puis il devient super inflammatoire. Donc, en étant à proximité des intestins, ça peut avoir un effet sur les selles. Les patientes ont souvent des selles un peu plus molles parce qu'il y a plus de mobilité dans l'intestin. C'est souvent ça. Okay. Je ne sais pas si c'est vraiment relié parce que les patientes qui ont des maladies inflammatoires, c'est rare qui ont des poussées de maladies qui est reliée aux hormones. Ça, c'est pas vraiment prouvé. Mais par contre, les menstruations, oui. Puis après, il y en a qui vont avoir aussi même du sang dans les selles quand elles sont menstruées. Fait que, ça peut aller jusque-là. Mais souvent, c'est une autre maladie qui est l'endométriose qui cause ça. Qui peut causer du sang dans les selles aussi? Oui, parce que si elles ont des lésions qui sont entre le vagin puis le rectum, elles peuvent avoir du sang dans les selles quand elles sont menstruées. Parce qu'en fait, c'est du tissu là, qui vient un petit peu de l'utérus qui est allé s'implanter dans cet endroit. Donc, on connaît ça comme gynécologue que les selles sont changées pendant les menstruations. Donc, soit elles sont plus molles, soit il y a du sang dedans. Puis ça peut arriver. Puis si ça devient vraiment quelque chose d'insupportable, des fois, on supprime les menstruations, qui est faisable aussi. Oui.
Donc, on peut faire ça. OK. Puis là, mettons, une question qui m'est venue pendant que tu expliquais ça. Une personne qui a plus de côlon, mettons qu'on parle de moi. Une personne qui a plus de côlon, qui a une iléostomie. Moi ou toutes les autres filles iléostomisées que je connais, bonjour à toutes. Comment est-ce que le reste des organes se place? Est-ce que l'utérus est à la même place? Est-ce que oui. Tout ça bouge de la même manière? Là? C'est quand même, tout se replace dans le bassin. C'est la même chose quand il va avoir un bébé, tout se tasse pour faire de la place au bébé. Quand il part, tout revient. Okay. C'est fluide à l'intérieur. Donc, il n'y a pas... L'utérus a sa place, puis il se trouve un endroit. Il reste là. Oui, mais il reste là, il se déplace. On va trouver ton utérus, mettons-le. Si jamais tu tombes enceinte, on le retrouverait. Fais-toi sans peu. On sait pas comme dans les cas cliniques où tous les organes sont inversés, puis là, c'est compliqué. Là. OK. Ah, mais c'est bon à savoir. Donc, on a somme toute des chances intéressantes de pouvoir tomber enceinte si on le souhaite, de pouvoir avoir une famille. Puis sinon, est-ce que justement... Est-ce que... Là, je sais que je suis en train de sortir un peu de la question centrale, mais de l'endométriose, est-ce que c'est plus fréquent chez les femmes qui ont une maladie inflammatoire? Non. C'est une bonne question. Oui. Mais c'est une bonne question. Parce que c'est deux maladies inflammatoires, mais c'est pas relié. C'est ça. Mais pour moi, l'endométriose cause beaucoup plus d'infertilité que les maladies inflammatoires de l'intestin. Alors, c'est pour ça que quand on parle des changements des selles, ce qui me vient à l'idée, c'est les patients qui ont de l'endométriose. Mais c'est très rare qu'ils ont les deux. Oui, bien, en fait, c'est peut-être même qu'on confond un peu les deux symptômes parce que les douleurs d'un Crohn actif, par exemple, pendant les règles, peuvent ressembler peut-être à... Ben, c'est ça. Oui, parce que même déjà, on s'était posé la question, j'ai un super gynécologue que je nomme pas parce que c'est sûr que j'y emmène trop de clientèle sinon, qui m'avait dit, toi, parce que j'ai été 8 ans sans menstruation, on m'a mis justement sur la pilule contraceptive, puis après ça, sur le stérilet pour des douleurs trop intenses, des saignements trop intenses. Il m'a dit, toi, ça serait pas impossible que tu fasses de l'endométriose. Puis finalement, quand ils m'ont opéré, ben, il n'y avait rien autour qui ressemblait à ça. Mais ça, OK, donc ça expliquerait ça. Les symptômes qui peuvent être très similaires sans que ce soit ça. C'est ça. Et la bonne nouvelle, c'est que si les symptômes sont un peu similaires, mais que ce n'est pas de l'endométriose, les risques d'atteinte à la fertilité sont moins grands. C'est ça. J'ai appris vraiment beaucoup de choses aujourd'hui. Merci vraiment beaucoup à vous deux. Je pense qu'on a fait le tour des questions qu'on avait. Franchement, Maude, Camille, c'était vraiment un plaisir d'avoir répondu à tout ça pour vous. Les gens qui nous écoutent, j'espère que ça a répondu à vos questions puis que ça a peut-être emmené une petite lueur d'espoir dans celles qui nous écoutent. Une grosse lueur. Mais oui! Une petite lueur. Une grosse lueur d'espoir. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci beaucoup de nous avoir reçus.